Nous allons commencer. Je dis juste 2 mots pour présenter la séance. Et puis c'est Laurent Mukili qui interviendra. C'est l'Université populaire qui a eu l'idée d'inviter Laurent Mukili, et en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme et avec les amis du monde diplomatique. Pourquoi l'inviter sur ce thème qui est celui du livre qui vient de sortir? C'est que ça fait depuis quelques années, il y a un discours qui est devenu extrêmement répandu, qui au départ était un discours d'extrême droite, et puis qui est devenu un peu un discours qu'on trouve partout, et qui nous a semblé particulièrement inquiétant. Nous y sommes confrontés constamment, il suffit d'ouvrir la télé, et c'est un discours qui, pour chacune de nos associations, est un discours qui nous inquiète, qui nous pose problème. Vous savez, le fait qu'il y ait un discours qui dit qu'il y a une vague de migrants absolument colossale et qui nous envahit, qui dit que non pas les islamistes, mais l'islam est quelque chose de tout à fait incompatible avec la France, la République, etc., que les problèmes sécuritaires sont tellement importants qu'on peut rogner sur nos droits fondamentaux, etc. Ce discours-là est devenu tellement massif qu'il faut, avons-nous pensé, spécialement réagir. D'autant plus que ce n'est pas qu'un discours. L'acharnement que nos gouvernements, et le nôtre en particulier, met à empêcher qu'on sauve des gens en Méditerranée qui sont sur leurs canaux qui petit à petit se noient, rien que ça nous montre qu'il y a véritablement un problème qui n'est pas qu'un problème de discours, mais bien plus large. Alors, pourquoi on a demandé à Laurent Mukili de venir? Parce que ça fait des années que, simplement en faisant son métier de sociologue, en fait, il déconstruit ces discours de propagande, toute cette mythologie. Il a écrit des tas de livres qui le font, que je vous conseille de retrouver. Et la deuxième chose, c'est qu'il vient de sortir ce livre, La France telle qu'elle est, qui justement est tout un travail précis, très argumenté, qui nous permet de faire ce travail critique sur ce discours général qui est devenu quasiment dominant. Voilà, alors comment va se passer la soirée? Laurent Mukili va parler pendant 1 heure, et après on fera un débat. Alors, on n'a pas de micro-baladeur, ce qui fait qu'on fera un système artisanal où on demandera à chacun de venir près de la tribune. On nettoiera le micro d'une fois sur l'autre, mais quand même, on arrivera à avoir ce débat. Et puis, à 8 heures, c'est fini. Et à ce moment-là, tout le monde peut courir pour profiter des dernières soirées avant le couvre-feu qui nous ont été laissées. Voilà. À toi. Merci beaucoup André. Merci l'Université populaire et à ses 2 partenaires, la Ligue des droits de l'homme, les amis diplomatiques. Bien content de retrouver tous ces amis que je connais depuis des années. Je commence par formuler un vœu et une excuse éventuelle. Je suis malade depuis 1 semaine, j'espère que ma voix va bien tenir. Voilà, je vous rassure, je n'ai pas le coronavirus, j'ai un rhinovirus. Voilà. Et donc j'espère que je ne perdrai pas la voix dans le cours de la soirée. Comme beaucoup d'entre vous, certainement, j'ai plusieurs vies. Alors il y a la vie de chercheur au CNRS qui est par définition extrêmement spécialisée, parce que
une obligation, c'est comme ça que ça fonctionne dans la recherche scientifique, on est super spécialiste d'un petit truc. C'est nécessaire pour savoir vraiment plus que les autres sur cette petite chose-là. Voilà. Et puis on peut avoir plusieurs vies dans ou à côté de la recherche, évidemment. Moi, même à titre professionnel, ça ne me suffit pas d'être uniquement spécialisé dans un tout petit truc. Voilà, mon esprit vagabonde et s'intéresse à des choses, et donc je me suis toujours autorisé à m'intéresser à d'autres questions, et avant tout pour y répondre moi-même d'ailleurs, hein, avant tout pour me faire ma propre opinion. Voilà. Donc parmi les sujets, c'est souvent évidemment l'actualité qui m'interpelle, hein, quand une question dans la société tout d'un coup est très très intense. J'ai pas forcément une opinion tout de suite, parce que j'ai l'habitude d'essayer d'abord d'avoir un certain stock de connaissances avant d'avoir une opinion. Donc je réfléchis, je me pose des questions, etc. Alors, celles que je traite dans ce livre, ça fait longtemps que je me les pose, mais voilà, régulièrement je me suis emparé de questions plus générales. Je sais pas, on appelle ça un intellectuel peut-être, un truc plus général qu'un chercheur. Quand il y a eu les émeutes de banlieue en 2005, j'ai tout arrêté, j'ai formé une équipe de recherche, une petite dizaine, et on a travaillé pendant 2 mois là-dessus, on a sorti un petit bouquin là-dessus, sur les émeutes, parce qu'on voulait comprendre qu'est-ce qui s'était passé, et qu'on n'était pas satisfait de ce qu'on entendait. Quand il y a eu, il y a 2 ans, le mouvement des Gilets jaunes, j'ai écrit dessus aussi, voilà, parce que je voyais des choses et j'en entendais à la télévision qui n'étaient pas forcément compatibles, et je voulais comprendre, et que je me méfiais des idées trop simples, des petites étiquettes, des petites boîtes dans lesquelles on veut ranger les gens très vite. Voilà, actuellement je travaille sur la crise du Covid, enfin sur la gestion politico-sanitaire du Covid, à titre principal même, enfin, pas trop le dire, parce que, mais en réalité oui, je travaille beaucoup là-dessus, là aussi, toute une équipe, bon voilà, ça fait partie aussi de... voilà, moi je suis comme ça en tout cas, on ne peut pas vivre uniquement en étant spécialisé sur l'histoire de délinquance, de police et de justice, sur lesquelles j'ai beaucoup écrit. Et d'ailleurs, à chaque fois que je suis sur un de ces sujets que j'ai cités là, je trouve qu'il y a quand même toujours des liens qui se font. Voilà. Même là sur la crise du Covid par exemple, quand on s'intéresse un petit peu aux aspects, il y a de multiples aspects dans cette crise évidemment, hein, les complexes, vraiment. Il y a beaucoup d'aspects, mais il y a un des aspects qu'on connaît bien ici dans la région qui a été la guerre du médicament, hein, autour du protocole Raoult bien sûr. Mais derrière cette guerre du médicament, il y a aussi une guerre des industries pharmaceutiques. Ce qui, moi, me renvoie avec des phénomènes de corruption qui sont très importants dans le biomédical. Ce qui me renvoie du coup à un des chapitres, moi, classiques de mes sujets de sociologie de la délinquance, la délinquance en col blanc. Voilà, qu'il y a quantité de fraude, de trafic, de corruption dans l'industrie agroalimentaire, dans un tas de domaines, il y en a évidemment dans la pharmacie. On le savait depuis longtemps si on avait un peu de mémoire. On le retrouve évidemment à chaque fois. Voilà, alors le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose que moi j'avais en tête depuis très très longtemps. Évidemment, il y a des choses qui m'ont aiguillonné, qui me sont dit, bon, ça suffit, il faut que je le dise, il faut que je l'écrive, il faut que je sorte, ce sera fait. Qu'est-ce qui m'a poussé à ça? C'est ce qu'André vient de rappeler, c'est-à-dire évidemment c'est ce qu'on vit là depuis quelques années, c'est-à-dire cette espèce de banalisation d'une nouvelle forme de racisme qui est particulière, c'est un racisme culturel, pas biologique, c'est un racisme anti-musulman, très clairement, qui a plusieurs caractéristiques qui le rendent plus complexe et plus sournois que les formes habituelles de racisme. Voilà. D'abord, il est beaucoup moins facile à catégoriser politiquement. Hein, c'est pas uniquement la droite extrême et l'extrême droite, c'est pas vrai. Ça traverse tout le champ politique jusqu'à l'extrême gauche, en passant par tout le dégradé qu'on peut imaginer en termes politiques. Ensuite, c'est un racisme qui se nourrit en permanence de toute une série de crises qui surviennent à l'échelle aussi bien nationale que internationale. Donc évidemment les vagues d'attentats liées en fait au processus de guerre dans lequel nous, occidentaux, sommes totalement mêlés au Proche et au Moyen-Orient, mais aussi les conséquences, ce qu'on a appelé parfois la crise des réfugiés, donc les conséquences des guerres en Syrie, en Libye, dans certains pays d'Afrique subsaharienne, les choses que tu évoquais tout à l'heure, André, toutes ces choses-là nourrissent en réalité beaucoup ce racisme-là aussi. Et puis, c'est très insidieux parce que on touche avec ce racisme-là encore plus profondément au cœur du nationalisme français
et du roman national français. Je vais expliquer ce que c'est un roman national, l'histoire que nous nous racontons à nous-mêmes sur ce que nous sommes. C'est-à-dire que c'est une espèce de racisme civilisationnel, en quelque sorte. Et en cela il est beaucoup plus profond et puissant que le racisme biologique dont on a l'habitude. Je veux dire, quand vous entendez M. Zemmour dénoncer les Arabes et les Noirs, c'est clair. Voilà. C'est facile. Là, on va toucher des choses qui sont beaucoup plus insidieuses, beaucoup moins claires, beaucoup moins faciles à identifier. Donc c'est pour faire ça, pour identifier qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui se joue à travers ce nouveau racisme anti-musulman, que j'ai fait ce livre. Alors, pardon, je vais me contenter de vous donner un petit aperçu de ce qu'il y a dedans, de ce qui suit une construction très logique. La scène, le champ à profondeur historique, c'est essentiellement depuis la Révolution française, 1780 à nos jours. J'ai principalement, quand on regarde ma bibliographie, j'ai principalement des sources qui sont des historiens, parfois je remonte un petit peu plus loin dans l'histoire quand il faut raconter quelque chose de plus particulier, l'histoire d'une région, l'histoire d'une langue régionale, des choses comme ça. Donc il y a des incursions plus anciennes, mais pour l'essentiel c'est comme ce qui se passe depuis la Révolution française. Il y a un certain nombre de données, bien sûr, statistiques, démographiques, qui sont très importantes, je vais y revenir. Voilà, c'est beaucoup d'histoire, un peu de démographie, de la sociologie, essentiellement. Voilà. Alors, je garderai ce que je raconte dans l'introduction pour ma conclusion, et je vous dirai pourquoi, et je vous dis un petit mot de comment il est construit. J'ai d'abord une première partie qui rappelle quelque chose qu'on sait tous plus ou moins, sauf que, plus ou moins, quoi. Voilà. C'est mieux quand on le comprend pleinement, quand c'est pas quelque chose qu'on a entendu, qu'on a mis dans un coin, mais quelque chose qui est suffisamment fort pour structurer sa pensée en réalité. Quand on comprend pleinement que, pour le dire simplement, la France est un pays d'immigration. Il y a des pays d'émigration, les gens émigrent de ce pays, ils s'en vont, et puis il y a des pays d'immigration, qui sont des pays qui accueillent. Voilà. Nous avons des voisins qui sont des pays d'émigration, qui historiquement ont vu des pans entiers de leur population partir. Le plus proche, c'est l'Italie et le Portugal. Et puis, nous, au contraire, comme les États-Unis par ailleurs, encore plus bien sûr, sommes des pays d'immigration, qui ont été constitués par des gens qui ont émigré de leur pays pour venir chez nous. C'est moins flagrant qu'aux États-Unis, évidemment en termes numériques, et aussi en raison du mythe que les Américains se racontent à eux-mêmes. Chaque histoire a son roman national, je disais tout à l'heure. Voilà. Donc, dans le roman national américain, je vous dis ça tout de suite, comme ça c'est fait. Dans le roman national donc dans l'histoire que les Américains se racontent à eux-mêmes, le mythe, le roman national, qui sont presque toujours complètement déconnectés de la réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout mon propos va tourner autour de ça. L'imaginaire, c'est une chose, la réalité, des fois, c'est complètement autre chose. Et donc, si on veut penser la société telle qu'elle est, la France telle qu'elle est, il faut chercher la réalité, il ne faut pas se contenter des imaginaires. Voilà. Donc, aux États-Unis, ils aiment bien se raconter deux choses qui pourtant sont fausses. La première chose qu'ils aiment bien se raconter, c'est chez nous, tu peux partir de rien et devenir Bill Gates. C'est le mythe du self-made man. Voilà, tout le monde connaît ça. Sauf que statistiquement, c'est pas vrai. C'est-à-dire statistiquement, l'immense majorité des gens qui sont nés pauvres seront pauvres, et l'immense majorité des gens qui sont les Bill Gates et les machins bidules, ils avaient eux-mêmes des parents qui déjà étaient bidules, ce qui explique qu'ils leur ont payé les universités les plus chères, ils leur ont donné un appartement, ils leur ont machin, etc. Voilà. Dans la réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut toujours trouver une exception, bien sûr, mais statistiquement, c'est pas vrai. C'est un mythe. Puis alors, leur deuxième mythe, c'est le mythe de la frontière. C'est-à-dire, on est arrivé sans sous sur une terre vierge, et nous l'avons conquis à la force du machin. Sauf que c'était pas si vierge que ça, quoi. Il y avait des Indiens. Voilà. Et pour se faire de la place, ils les ont exterminés, en fait. Voilà. Donc c'est faux. L'histoire qu'on se raconte à soi-même n'est pas vraie. Voilà. Nous avons ça aussi. On va en parler tout à l'heure. La carte postale, Astérix, le Gaulois, Jeanne d'Arc, je
je vais y venir. Voilà. Mais vous voyez, l'imaginaire, le réel sont des choses. C'est très bien qu'il y ait des imaginaires, hein, ça fait partie du ciment des sociétés, ça construit l'identité des sociétés, tout ce qu'on veut. Mais si on veut construire des politiques publiques, ça ne peut pas marcher comme ça. Et par ailleurs, le fait d'avoir des imaginaires trop décalés de la réalité, ça produit des effets secondaires qui peuvent être très très mauvais. Très très mauvais. En l'occurrence, on va voir comment ça produit des phénomènes de discrimination, par exemple, qui sont tout à fait insupportables et qui gangrènent notre société. Parce que, évidemment, toute chose qui arrive provoque des réactions. Comme disait le regretté Coluche dans un sketch sur le clochard, la société ne veut pas de nous, qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites du mal à quelqu'un, il s'en souviendra, et il se vengera d'une manière ou d'une autre, ou il s'autodétruira, mais les choses qu'on pose ont des conséquences. Donc ça n'est pas neutre, tout ça n'est pas neutre. Donc c'est ça qu'il faut étudier. Alors, ma première partie, c'est pour raconter rapidement cette histoire des migrations qui ont fait la France. Voilà. Parce que c'est comme ça, en particulier depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire depuis qu'on a eu besoin de bras, depuis qu'on est sorti de la société du village avec les agriculteurs qui nourrissent leur famille dans le village, pour recréer les industries, jusqu'au grand choc industriel de la fin des années 70, mais jusque-là, on a toujours manqué de bras, en réalité. On a commencé par vider les campagnes, c'est l'exode rural, et puis ensuite on est allé chercher l'immigration. C'est très important de savoir que, historiquement, si on reprend les mots politiques à la mode, pourquoi pas, c'est l'immigration choisie ou subie. Il faut absolument savoir que, historiquement, on assiste à 95% à une immigration choisie. C'est-à-dire que l'immigration a toujours été organisée en France par les industriels et l'État. Il y a besoin de main-d'œuvre, on va chercher les gens, on crée des filières et on les fait venir, que ce soit les Belges ou les Polonais plutôt dans le nord minier de la France, que ce soit les Italiens, que ce soit les Portugais, plus tard que ce soit les Maghrébins, et encore on va rentrer dans le détail il y a des filières qui se sont constituées avec des ententes entre les industriels et l'État, à plusieurs moments de l'histoire que je raconte. C'est des moments charnières, évidemment, qui correspondent à la fois au moment d'accélération économique et parfois aussi à l'impact des guerres. Dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, la grande angoisse de la société française, c'était la dépopulation, comme on disait. Il n'y avait plus de jeunes, ils étaient morts, etc. On a volontairement, là aussi, on fait appel massivement à l'immigration. Donc je rappelle ça, et je rappelle encore une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé, les démographes, les historiens disent tout ce qu'il faut savoir à ce sujet-là, et il y en a vraiment beaucoup, et de toute une série de nationalités auxquelles on ne pense pas forcément, des Russes, des Tchécoslovaques, enfin, ce qui correspond à... Bon, il y a vraiment un tas de... plus, c'est une première chose. Plus ensuite, évidemment, les phénomènes des guerres et des réfugiés politiques que ça fabrique. C'est pas nouveau, c'est pas les Syriens qui ont inventé ce truc-là. Et ce qui plus est, par le passé, ça a pu être infiniment plus important que ça n'est aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi, parce que c'était sous M. Hollande, je crois, en 2014-15, qu'il y a eu ce débat sur l'accueil des réfugiés syriens, le premier gros débat dans ces eaux-là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la question du débat public, c'était sommes-nous capables d'accueillir 20 000 réfugiés syriens ? 2015. C'est 2015 ? 20 000 réfugiés syriens. Bon. Il faut savoir qu'en 1939, le sud de la France, l'Occitanie, a accueilli un demi-million de réfugiés espagnols, catalans, qui fuyaient la guerre quand la République a perdu devant ce qui deviendra la dictature de Franco. Un demi-million, quasiment uniquement en Occitanie. Et nous, on se demandait si on pouvait accueillir 20 000 réfugiés syriens en 2015. Voilà, il faut connaître ces choses. Notre histoire est faite de ça. Là, en quelques semaines, après la chute de Barcelone en 1939, ce que les Espagnols, les historiens appellent la retirada, pas la remontada, la retirada. Voilà, près d'un demi-million de personnes qui ont été accueillies dans des conditions d'ailleurs déplorables, évidemment d'hygiène tout à fait déplorables. Mais
ce qui a occasionné d'ailleurs la formation des premiers camps aussi, qui seront réutilisés pour d'autres raisons après pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, il y a des quantités monstrueuses de travaux historiques magnifiques, très précis aujourd'hui. Sur tout ça, il faut connaître cette histoire. Et c'était considéré comme l'honneur de la France que d'accueillir les réfugiés. Même chose dans les années 70 avec les boat people, dont certains ici se souviennent. Comme il y avait eu aussi, alors ils étaient moins nombreux, mais toujours pareil, hein, quand des démocrates sont balayés par des dictateurs, en Amérique du Sud, il y en a eu quelques-uns aussi. Donc, il y a eu comme ça à plusieurs moments, mais boat people, statistiquement, c'était une grande quantité. Et il faut se rappeler que c'est pas si vieux que ça, hein, les années 70, les boat people avaient provoqué un élan de solidarité, de générosité. Hein, c'est à cette occasion-là que ceux qui formeront Médecins du Monde sont apparus, les gens que je connaissais encore aujourd'hui, hein, les Kouchner, etc. Il faut se souvenir à cette époque-là des mobilisations des artistes, des intellectuels, Yves Montand, etc. Et du consensus politique en plus qu'il y avait là-dedans, pour plein de raisons bonnes ou mauvaises, mais bon, voilà. Et une génération après, on se demande si 20 000 Syriens n'ont pas submergé, je ne sais quoi. C'est incroyable en réalité, c'est honteux compte tenu des valeurs dont nous réclamons, hein, les fameuses valeurs républicaines, la France, puis les droits de l'homme, blablabla. Voilà. 20 000 Syriens, mon Dieu, qui fuyaient ce que vous avez vu à la télévision. On nous parle après de l'insécurité Aix-en-Provence, de Alep. Hein, vous avez les images en tête de ce que c'est. Voilà. Donc, notre histoire, elle est faite de ça. Elle est faite des gens qui sont venus travailler, la plupart du temps parce qu'on le leur a demandé. Ensuite, elle est faite des gens que nous avons accueillis dans des proportions considérables. Alors la plus considérable statistiquement, c'est l'immigration italienne. En tout premier, surtout le fin 19e et première moitié du XXe siècle, l'immigration portugaise, l'immigration algérienne. Ce sont des quantités tout à fait considérables et au fil des générations qui se sont fondues dans la société française, principalement par le travail pour les adultes qui arrivaient et par l'école pour leurs enfants. Voilà. Et ça s'est passé de la même façon pour la totalité des immigrations, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, quelles que soient leurs coutumes, leur culture et leur religion. Ce qui a cassé cette longue histoire de ce vieux pays d'immigration qu'est la France, ce qui a grippé la machine, hein, c'est deux événements dont quelque part on ne s'est jamais complètement remis. Il faut bien comprendre que ça, que ce n'est pas une fatalité, que ce n'est pas lié à la culture, l'origine des gens, c'est lié à deux événements précis, de tournants de l'histoire précis, qui ont cassé cette grande machine à intégrer, cette grande machine générationnelle à intégrer qui était historiquement de la société française. Le premier événement, c'est la décolonisation. Il y a des pays où ça s'est pas trop mal passé. Hein. L'Angleterre, avec ce qui est devenu son Commonwealth, s'est globalement bien débrouillé. Voilà. La France s'est pas bien débrouillée du tout. Hein. Vous savez, ça s'est quand même passé dans deux guerres sanglantes. Alors une très lointaine, dont tout le monde se fichait plus ou moins parce que c'était super loin, que ça concernait qu'une armée de métier, c'est la guerre d'Indochine. Et puis une, tout près d'entre nous, qui a été une guerre de conscription, une guerre les plus dégueulasses qui soit, à tout point de vue et chez tout le monde, hein, qui était la guerre d'Algérie. Et quelque part, on ne s'est toujours pas remis en fait de ça, hein, parce que le vieux racisme anti-arabe est en partie aujourd'hui anti-musulman, pour ceux qui cumulent, pour ceux qui sont anti-musulmans parce qu'ils étaient anti-arabes avant, ce qui n'est qu'une partie. Hein, j'ai dit, on va voir que c'est compliqué le racisme anti-musulman, ça touche à droite, à gauche, partout, mais bon, il y en a une partie, ils ne sont toujours pas remis de ça en fait. Parce qu'il y a des gens, ils ont vécu des choses qui portent toute leur vie, puis ils en racontaient à leurs enfants. Enfin, il faut lire ce que racontent des historiens comme Benjamin Stora sur la mémoire, la transmission de la mémoire à la guerre d'Algérie, par exemple. C'est tout à fait intéressant. Et on comprend bien, c'est très humain. On porte ça en soi, des traumatismes qu'on a vécu à 20 ans, 25 ans, on les trimballe évidemment toute sa vie, on les raconte à ses gosses et tout ça, c'est normal. C'est la vie. Donc ça, c'est une première rupture, bien sûr, la décolonisation et sa violence, et en particulier cette guerre d'Algérie. L'Algérie étant, de toutes les colonies, c'était la seule colonie de peuplement de la France.
Les autres, c'était pour des raisons stratégiques ou économiques. Depuis toujours d'ailleurs. Depuis l'ancien régime, les rois n'avaient jamais pensé, sauf de temps en temps, ça a traversé l'esprit, ici un Louis XIV, là un Richelieu, d'un coup ils avaient un petit délire de grandeur, machin, bidule, ça. Mais sinon, ils n'ont jamais voulu faire la Nouvelle-France, je ne sais où, hein, c'est pas vrai. Hein. Ils voulaient fondamentalement avoir des positions militaires stratégiques et des positions commerciales stratégiques, voilà, dans leur rivalité avec les autres grandes puissances. Ça a toujours été ça. Et je m'étais question de coloniser la France entière pour fabriquer des petits Français au coin du monde, hein. Je ne veux pas du tout. Bon. La seule colonie de peuplement qu'il n'y ait jamais eu, c'est l'Algérie. Voilà. D'où évidemment une partie de l'explication de la violence de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le premier truc qui a grippé la machine. Hein. Le premier caillou qui est rentré dans le système et qui a fait débloquer le moteur. Et puis le deuxième, c'est la crise industrielle, hein, le choc pétrolier, et la crise industrielle qui a ravagé l'économie française entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80, pour prendre le moment le plus dur, hein, le moment où il y a les fermetures d'usines en série, les licenciements en série, le moment où tous les jours, dans les quartiers ouvriers, quartiers pauvres, tous les jours, il y a des pères de famille qui rentrent et qui ne repartiront pas bosser le lendemain matin. Hein, c'est ça que ça veut dire. Tous les jours. C'est ça qui s'est passé à ce moment-là. L'explosion comme ça d'un coup du chômage ouvrier peu ou pas qualifié, et qui a touché en premier, il y a là aussi tous les travaux des historiens qui sont très clairs, hein, qui a touché en premier les plus fragiles, les derniers arrivés, les ouvriers immigrés, des dernières vagues d'immigration, c'est-à-dire massivement les Maghrébins, notamment algériens, puisque c'était le principal courant. C'est un des paradoxes aussi de l'histoire française, hein, c'est que au même moment où on avait une histoire conflictuelle jusqu'à une guerre atroce, et en même temps, le principal courant d'immigration à l'époque, venait du même pays. C'est comme ça. Et le résultat, c'est que donc on a ce chômage, il est hyper concentré depuis cette époque dans certains quartiers. Vous savez que les moyennes statistiques, ça ne veut jamais rien dire. Hein. Il y a 10% de chômeurs en France, ça ne veut rien dire. Dans certains quartiers, c'est 1%, et dans d'autres, c'est 30%. Hein. C'est vrai que les moyennes, ça veut rien dire en fait. Donc il ne faut jamais regarder ça. Donc en fait, les choses sont très inégalement réparties. Hein. Très très inégalement réparties. Donc depuis cette époque, et on paye toujours ça. On continue aujourd'hui, alors ça change de nom au fil des époques, et puis chaque gouvernement qui arrive change un cycle, chaque ministre fait une loi pour faire sa petite crotte à l'endroit du truc, hein, voilà. Et puis change le cycle, puis l'administration change, et puis là où il y avait deux ministères, on va dire machin, on en fait un et demi, et puis une direction de tel truc, on la rattache à un autre, et puis on lui met un nouveau sigle, et puis blablabla, hein, voilà, blablabla, on adore faire ça. Ça complique tout le monde, ça emmerde tout le monde, ça fait perdre un temps fou, il faut tout refaire. Il faut autrefois faire papier en tête, hein, faire les logiciels, les machins, on passe son temps à faire ça dans mon métier, c'est pareil. C'est incroyable. L'administrativite, c'est une pathologie extrêmement répandue, hein, c'est gravissime. Les gestionnaires de mon laboratoire s'arrachent les cheveux parce que tous les 2 ans, ils ont un logiciel différent. On fait toujours le même truc. Hein. On fait une mission, on prend un billet de train, on compte un repas administratif à 15,25 €. Sur le même truc, hein, mais non, on a changé de logiciel, on ne sait plus comment il faut faire. Bref, voilà. On est très spécialiste de ça. Pardonnez-moi cette parenthèse, j'ai dérivé. Petit énervement passager, comme ça. Mais tous les gens qui sont, d'une manière ou d'une autre, dans l'administration, hein, nationale, territoriale, me comprennent, je pense. Que de temps perdu par rapport à votre cœur de métier. Donc ma première partie, c'est pour raconter ça, à la fois donc cette histoire et les choses qui l'ont bloqué récemment. Voilà, et bien comprendre que ça n'a rien à voir avec l'origine, la culture, la religion ou je ne sais quoi. Hein. C'est juste le dernier arrivé qui s'est fait piéger dans ce système, parce qu'à un moment donné, ce qui jusque-là tournait tranquillou depuis 2 siècles, bim, tout d'un coup ça ne marche plus. Ça ne marche plus fondamentalement, parce que, et d'une, il y a une guerre qui a élevé à un niveau de violence, de racisme jamais atteint, et donc qui a conflictualisé les relations sociales très très, très fortement. Après la fin de la guerre d'Algérie et jusqu'au milieu des années 80, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'extrême droite soit consacrée politiquement, créer un espace politique, la violence raciste d'extrême droite, c'était quelque chose de très très fort en France. Hein. On retient beaucoup dans l'histoire de la violence d'extrême gauche, le terrorisme, avec le point d'orgue qui est action directe,
Mais il faut bien se rendre compte que encore plus violent et encore plus meurtrier en nombre de morts était le terrorisme d'extrême droite de l'époque, de tous les groupes, en gros Algérie française, hein, à tel point d'ailleurs qu'on parle aujourd'hui pour qualifier les homicides, une partie des homicides de cette époque-là, on a adopté l'expression qui est de l'ancien journaliste dont me échappe à l'instant, qui parlait des arabicides, pour dire que c'était vraiment des homicides racistes. Et ça a duré jusqu'à ce que l'extrême droite obtienne une légitimité politique, au fond. Ce qui est comme ça dans tous les pays, hein, lorsque une revendication identitaire très très forte commence par une lutte clandestine, le jour où politiquement elle existe, du coup la violence régresse, bien sûr. Hein. Regardez l'Irlande, regardez la Corse, etc. Quoi. Ma deuxième partie, j'allais dire tu me fliques, tu me cadres. Je peux pas. Je sais bien, c'est pour ça. Tu me cadres. Ma deuxième partie, je ne vais pas y insister parce que je veux parler davantage des autres et je l'ai déjà pas mal évoqué. C'est donc sur les raisons de la migration. C'est-à-dire après avoir regardé les grandes masses, les grands volumes statistiques, les grands mécanismes historiques, là je me tourne plutôt, prenons le point de vue de l'immigré, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui émigrent? Voilà, ça m'intéresse parce qu'évidemment c'est l'objet de beaucoup de fantasmes et de bêtises. Voilà, des gens qui pensent que c'est parce que pour avoir la sécu, je ne sais quoi. C'est pas comme ça que les choses se posent. Donc je discute longuement à la fois l'immigration de main-d'œuvre économique, la question des réfugiés politiques. Je discute également très longuement quelque chose qui est très méconnu dans le débat public, qui est l'immigration qui est liée aux guerres. Il y a quantité d'immigrés qui sont venus en France, qui sont restés, qui sont devenus français, parce qu'avant tout, on est allé les chercher pour faire la guerre, évidemment dans tout l'empire colonial, hein, pendant évidemment massivement les deux guerres mondiales. Hein. Voilà, on est allé massivement là. Vous vous souvenez en fait, c'est ABC, parce que dans un coin de la tête, on se souvient, ah ouais, les tirailleurs sénégalais, les machins. Mais oui, non, c'est pas 2-3 petits trucs. Vous regardez les chiffres, c'est majeur. C'est tout à fait majeur. Et ce qu'on appelait à l'époque l'armée d'Afrique a joué un rôle majeur dans les guerres. Et en ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, on peut même dire que l'empire colonial français a sauvé la métropole. L'a sauvé. Il faut savoir que quand nous on avait le régime de Vichy, hein, et qu'il y avait, de Gaulle, ils n'étaient pas très nombreux, hein, c'était quelques, voilà. Il faut savoir qu'à une époque, même la capitale de la France libre était en Afrique. C'est de là que tout est reparti, au fond. La France, c'était pas Londres. Londres, c'est juste un passage où le mec il a fait pour pouvoir passer à la radio, demander 2-3 trucs à Churchill, machin, qui ne doit pas forcément filer d'ailleurs, tout ça. Et tout est reparti ensuite d'Afrique et des campagnes d'Afrique. La France libre, c'était l'Afrique. Donc c'est pas juste un petit bataillon par-ci par-là de gens qui étaient les premiers à marcher évidemment et à se faire massacrer en plus. Hein. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est que sans les colonies, c'était fini, il n'y avait plus de France du tout. Hein. C'est ça la réalité historique. Il n'est pas beaucoup dans les manuels d'histoire. Hein. Vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà. Bon, il faut le savoir. Donc la guerre est une raison aussi massive de ces immigrations et ce melting pot. Et aussi, du coup, aussi évidemment de l'attachement en fait à la France qu'ont beaucoup de ces immigrés. Un attachement qu'on mésestime, qu'on sous-estime, voire qu'on méprise. Je vais y venir. J'ai ensuite une troisième partie où j'essaye de montrer comment les résultats de la recherche contredisent un certain nombre de préjugés qu'on entend vraiment très fréquemment dans le débat public. Alors là, je retrouve à plusieurs moments des sujets qui se rattachent plus directement encore à mon expertise professionnelle. Je vous donne les titres, et après j'en prendrai juste un ou deux, parce que je n'ai pas le temps de tout développer, mais j'en prendrai un pour développer. Mais je vous donne voilà. Est-ce que les immigrés sont une cause majeure de délinquance? Voilà, allons-y, tranquillement, je rentre là-dedans, j'explique les trucs, les chiffres, qu'on peut savoir, machin. Voilà. Est-ce que l'islam prédispose à la violence envers les femmes? Préjugé très fort en fait. Pareil, je l'explique, je décortique, machin. La question des banlieues, c'est quoi? On en est au bidule. C'est quoi la différence entre islamisme, radicalisme, terrorisme, salafisme, voilà, toutes ces choses-là qui sont mélangées, confondues en permanence. J'essaye, je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'essaye d'expliquer tout ça tranquillement, qu'on comprenne bien la différence qu'il y a
entre tout ça, qu'on arrête de faire des amalgames qui sont insupportables. Encore plus insupportable quand on commence ces phrases en disant oui, mais je ne ferai pas d'amalgame, je t'en fous. C'est le pire, qui commence comme ça. En général, quand j'entends ça dire attention, je vais en faire plein. Hein. C'est une grosse blague, ça aussi. Voilà. Je vous prendrai qu'un seul exemple dans cette partie, puis je me concentrerai, je terminerai sur ma quatrième, le roman national. Je vous prends qu'un seul exemple. L'islam qui prédisposerait à la violence envers les femmes. Je vous le prends parce qu'évidemment, il est important pour comprendre le racisme anti-musulman et le fait qu'il traverse toute la société et qu'il n'est pas du tout réservé aux gens qui ont des opinions racistes. C'est un truc qui revient tout le temps. En 2005, j'avais fait un petit livre consacré à la question des viols collectifs. Parce que, vous vous en souvenez peut-être, 2001-2002, il y a eu un grand débat en France sur ce que les médias appelaient les tournantes. C'était de l'argot, faire tourner. Bon, donc c'était en fait les viols collectifs. Et le discours dominant de l'époque, 2002, vous voyez, on est au début de ce grand mouvement, la reconstruction du racisme anti-musulman. Pourquoi 11 septembre 2001, le tour de New York. 2002, il y a l'association Ni pute ni soumise qui passe son temps à crier, tout un truc. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on en fait? Le discours dominant, je ne dis pas exclusif, mais vraiment clairement dominant sur les viols collectifs. On nous dit voilà un truc nouveau, pour ça qu'on vous en parle, c'est nouveau, en pleine explosion, c'est le mot du débat public, un truc qui explose toujours, ok, une pleine explosion. Et 3, qui nous vient des jeunes de ces cités, suivez mon regard. La peau pas bien, machin, des origines pas bien. Voilà. C'est le discours dominant, je l'ai montré dans le livre à l'époque, et qui traverse, quelque part, réservé à un tout petit bout du champ poétique, pas du tout. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans mon livre? J'ai fait tout simple, j'ai répondu aux arguments. Je suis allé vérifier, en fait. Je suis allé vérifier. Vous savez, ce truc incroyable que personne ne fait, surtout pas le journaliste. La immense majorité d'entre eux ne le font pas. Donc je l'ai vérifié et je me suis aperçu quoi d'abord, voilà un truc nouveau. Ah bon? Ok, je vais à la bibliothèque, rayon histoire. Et je cherche. Puis je trouve. Heureusement, je trouve. Et je trouve quoi? Je trouve des formes, des récits de viols collectifs. Et en avant, je suis remonté jusqu'au XIIe siècle. Après, je dis, bon, ça suffira pour montrer que c'est pas nouveau, peut-être. Pas la peine que j'aille chercher toute la difficulté d'interprétation des textes, l'Antiquité grecque et même. XIIe siècle. Voilà. En pleine augmentation. Ah bon? Qu'est-ce qui pourrait prouver ça? Qu'est-ce qu'on a comme données statistiques là-dessus? Alors pareil, j'explique, je décortique, machin. Je montre que le peu de choses qu'on a des séries d'indices. Il n'y a pas une statistique des viols collectifs parfaite qui machin te dit que non. Mais il y a des séries d'indices. Le travail scientifique, c'est souvent de multiplier les enquêtes et les indices pour approcher la réalité. C'est Gaston Bachelard qui avait cette expression, je crois, importante en épistémologie. On ne dit pas la vérité. On met en œuvre des méthodes, des enquêtes, des recherches pour s'approcher de la réalité. C'est très important. Donc il y a un faisceau d'enquête qui montre, un faisceau d'indices, qui montre quoi? On a un phénomène qui est stable sur les 25-30 dernières années. On peut penser aux indices, essayer de mesurer. Donc, ça ne se pose pas, c'est pas grave. 3, ça vient des jeunes de quartier. Ah bon, ok. Alors là, je fais une autre opération de recherche avec une de mes étudiantes à l'époque. On s'en va au tribunal du coin et on va aux archives. Et on sort les dossiers de viols collectifs. Alors, c'est pas toute la réalité, bien sûr, c'est que la partie judiciarisée. Mais on lit des dossiers, des histoires, et on voit qui sont les protagonistes. Alors, on trouve, bien sûr, dans certains dossiers, on trouve l'affaire de la cité, Alphamé, de super mauvaise réputation, tout le monde connaît dans la ville. Ils étaient 15, ça se passait dans la cave, ils faisaient la queue, machin. Ok, le truc le plus sordide, on le trouve. Mais on trouve aussi beaucoup d'autres histoires qui ne se passent pas du tout dans les caves des cités HLM, des quartiers. On trouve le truc, on trouve la soirée étudiante de la faculté de droit ou de médecine, plutôt classe sociale plus, qui bien alcoolisée en fin de soirée termine en viol collectif pour quelques victimes. On trouve une affaire qui se passe dans un internat de région à la campagne, plutôt également de milieu social plus. On trouve une affaire qui se passe dans une caserne de pompiers, où les violeurs, le proxénète, c'est un pompier. On trouve une affaire qui met en cause des policiers sur des prostituées sans papier, avec le chantage à l'absence de papier. On trouve un tas d'affaires qui ont en point commun évidemment des jeunes hommes
qui mettent en scène violemment leur virilité. Là, je peux vous le dire en termes savants si vous voulez, mais c'est pas la peine en fait, hein, on a bien compris. On trouve dans un tas de scènes de la vie sociale, un tas de milieux sociaux, un tas de professions même différents, qui n'est en aucun cas une spécificité, une exclusivité, un marqueur des jeunes issus de l'immigration qui habitent les quartiers. Voilà, non, c'est juste pas vrai. C'est juste pas vrai. Donc les 3 arguments majeurs du débat public étaient faux. Ça pose question quand même, ça. Ça devrait poser question. Hein. L'imaginaire, la réalité. Et d'ailleurs, et c'est pas par goût de la provocation, je pas de goût spécial pour ça, par contre j'aime essayer de dire les choses comme elles sont, mais comment ça se fait qu'à chaque fois du coup que ça arrive, à chaque fois qu'il y a le début de quelque chose, une histoire de harcèlement, un truc de maillot de bain, un burkini sur une plage, ça n'arrête pas de revenir ce truc-là. Hein. Et à chaque fois c'est l'islam opprime les femmes. C'est ça le message. À chaque fois. Pourquoi est-ce que c'est systématiquement sur cette religion qu'on tourne Pourquoi à ce moment-là on n'applique pas au moins la réciproque, le principe de symétrie? C'est-à-dire dans ce cas-là on fait ça à toutes les religions, alors c'est la moindre des choses quoi. Moi je veux bien qu'on soit hystérique contre les religions. Moi je suis athée mais je suis pas hystérique. Pour la liberté. Je vais y venir, ce que signifie la laïcité. Mais à ce moment-là, la moindre des choses, la moindre des honnêtetés intellectuelles, c'est de le faire pour tout le monde pareil, pas juste pour un. Alors dans ce cas-là, si on veut prendre prétexte on a croisé 2 femmes en voile intégral et on en fait une affaire nationale, on voit une nana habillée en je sais pas quoi, qui se baigne toute habillée, ça devient un drame national, on prend des arrêtés pour 2 personnes. Alors dans ce cas-là, quand on voit l'ampleur des questions de pédophilie dans l'Église, on devrait lire tous les jours des articles sur le catholicisme prédispose à la pédophilie. Si on était logique. Vous voyez ? Si on faisait la même chose pour tout le monde, on devrait lire tous les jours des articles là-dessus. S'il y a un journaliste qui ose faire un article qui s'intitule comme ça, je pense qu'il perd son job le lendemain. Hein. Par contre, on peut dire n'importe quelle connerie sur l'islam. Pas grave. Au pire, il y a un peu trop Zemmour, ça va. Ben non, ça va pas. Ah non, ça va pas du tout. Hein. Alors si toutes ces choses-là, pourtant, passent, ou sont banalisées, ne nous choquent pas alors qu'elles devraient nous choquer, c'est parce que, je pense, derrière, ce racisme anti-musulman, il profite de cet imaginaire sur lequel je commençais tout à l'heure, sur lequel j'ai terminé. Cet imaginaire, ce roman national français, qui continue en permanence à nous dire que notre histoire n'est pas en fait celle qui est arrivée, à nous raconter une histoire, une jolie histoire, une histoire pour les petits-enfants en fait. Hein. Alors c'est Astérix le Gaulois, hein, Vercingétorix, c'est Jeanne d'Arc. Et c'est très puissant. Hein. Je ne sais plus le nom de ce leader très connu du plus gros site d'extrême droite, F de Souche, qui se promène avec un pendentif avec Vercingétorix. C'est très puissant. Hein. C'est bon. Mais nos livres d'histoire, je disais tout à l'heure qu'il y a des choses qui ne sont toujours pas intégrées, il y en a certaines qui ne se sont toujours pas débarrassées. Hein. De l'histoire nationaliste, l'histoire de la Troisième République. L'histoire à la Lavis, pour les gens qui connaissent, l'histoire nationaliste. Voilà, il y a quelque chose qui s'appellerait la France éternelle, toute l'emphase ou l'âme de la France, la civilisation, ce que vous voulez. Bref, qui comme ça existerait, comme Astérix le Gaulois, depuis. On demandait aux gens de dater Vercingétorix, les Iams, ils ne savent pas trop, mais grosso modo on voit, ce serait depuis là-bas, le menhir, tout ça, hein, la soupe magique. Donc là, il y a un truc, c'est la France, et puis voilà, puis toujours, et puis ça correspond aussi à une carte postale, c'est un petit village, hein, forcément, avec un clocher, un petit coq d'ailleurs au bout du clocher. On met le son sur la carte postale, et puis on entend le ting, ting, la cloche, très bien. Hein. Puis voilà, si on est un peu plus urbain ou à Paris, en plus on a une terrasse de bistrot, un serveur qui passe avec une serviette qui tient comme ça son plateau. Vous voyez ce genre de cartes postales qui sont aussi l'image de la France à l'étranger. Hein, les sites touristiques, les ambassades diffusent aussi massivement ces choses-là. C'est le folklore français.
c'est le folklore français. Le problème étant que ce folklore trahit la réalité de ce que nous sommes et se retourne contre une partie d'entre nous. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui ne rentrent pas du tout dans la case. J'ai beaucoup parlé des immigrations, je n'ai pas encore dit un mot, c'est le moment d'en dire un mot. Je n'ai pas dit un mot encore des territoires d'outre-mer. Comment est-ce que le petit élève martiniquais, il comprend quand on lui explique Astérix le Gaulois? Et qu'on lui dit c'est ça les racines de ton identité? Compliqué quand même, hein? Alors évidemment, la solution, c'est de faire en sorte qu'il n'existe pas. C'est ce qui se passe en France. Les outre-mer, ça n'existe pas dans le débat. Il faut vraiment qu'il y ait une éruption volcanique incroyable, celle du siècle, une grève tellement qu'on entende parler un peu en métropole de ce qui se passe aux Antilles, à La Réunion. Je ne vous parle même pas de Saint-Pierre-et-Miquelon, que sais-je. Les gens ne savent même pas où c'est sur la carte, je pense, pour beaucoup de gens. Bon. Donc ça n'existe pas dans l'imaginaire français. Alors que c'est la France. Ça devrait poser question, ça aussi, quand même. Ça n'existe pas. Si on réfléchit un peu à ce qui peut faire ciment, identité pour nous aujourd'hui, pour les jeunes d'aujourd'hui, en fait, vous allez trouver énormément d'immigrés. Je suppose qu'un des Français les plus connus au monde, ça doit être Kylian Mbappé. Pas très blanc catholique, hein, le truc. Bon, voilà. C'est pas annexe, c'est majeur. Ce type-là, c'est la gloire de la France. C'est pas tel ou tel homme politique hein, qui est la gloire de la France qu'on vous envie à l'étranger, pas du tout. Hein. C'est des sportifs, c'est des artistes, c'est des intellectuels, c'est ces gens-là qui sont la gloire de la France, la civilisation de la France. C'est pas monsieur machin élu je ne sais où, monsieur le président Poète-Poète, ou monsieur le ministre Tartampion. Hein. Ça, c'est juste un gars qu'on aura oublié dans quelques années, en espérant qu'il n'ait pas fait trop de mal. Malheureusement. Et oui. Donc, les gens qui font ce que c'est que la culture et la civilisation française sont massivement des gens qui sont la France telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire multicouleur, multi-origine. Il y a deux choses, et je terminerai avec ça, il y a deux choses gravissimes que produit ce roman national, qui nous empêchent de nous voir tels que nous sommes, et qui ont des conséquences dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, des conséquences très néfastes. La première, c'est ce vieux mythe nationaliste dont je viens de parler, qui quand on y adhère, conduit fatalement au racisme. C'est consubstantiel à toutes les formes de nationalisme d'ailleurs. Ça conduit toujours au bout d'un moment à définir les limites étroites de ce qu'est, si c'est pas une race, c'est un peuple. Bon, voilà. J'en parle très librement, j'ai eu ce débat compris souvent avec des amis corses, etc. Le nationalisme mène au racisme, c'est fatal. Donc à la fin, c'est le peuple corse, si c'est pas la race, machin, et il lui faut des privilèges spéciaux, il lui faut des machins qui préservent sa pureté. On arrive toujours là, toujours. On peut mettre tout le blabla qu'on veut, c'est comme tout à l'heure, je ne ferai pas d'amalgame, blablabla. Les choses ont une logique assez imparable. 1 plus 1, ça fait 2, et on peut y arriver plus ou moins lentement, mais au final, c'est assez fatal. Donc le nationalisme mène forcément au racisme, avec cette obsession de l'origine, cette obsession de la blancheur, ce mythe de la catholicité. Une blague, hein, c'est pareil, il faut rappeler, je sais pas, excusez-nous pour les protestants, excusez-nous pour machin, non, c'est pas grave. À un moment donné de l'histoire, oui, il se trouve que la royauté a fait alliance officielle avec l'Église catholique, je te soutiens, tu me soutiens, je te tiens, tu me tiens, machin, et qu'ils ont fait alliance pour mieux dominer tout le monde. C'est un moment de l'histoire, c'est un processus historique. Voilà. Bon, ça n'est rien d'autre que ça, puis à d'autres moments, ça s'est éloigné. La preuve, c'est que l'État est devenu laïque. Alors, je terminerai avec ce deuxième grand mythe, grand roman national, qui conduit aujourd'hui à ce racisme anti-musulman et à cette tension sociale permanente. C'est celui de la laïcité. Et celui-là, c'est pas un mythe politique d'extrême droite, hein. C'est clairement un mythe politique de gauche principalement, qui adhère largement à droite aussi, mais qui est très très fort à gauche en fait. Et que c'est compliqué en fait. C'est cette idée que la laïcité, ce serait le fait que les citoyens ne doivent pas avoir de religion. Ben, je suis désolé, mais c'est pas ça la laïcité. Ça n'est pas vrai. La laïcité, c'est l'absence de religion de l'État, pas des citoyens, de l'État, c'est-à-dire de ses fonctionnaires.
Donc à l'école, où on nous fait un flanc depuis le lycée de Creil en 1989, avec cette histoire de tissu sur la tête, c'est les profs qui doivent être laïques, c'est pas les élèves, c'est les profs. La laïcité, c'est l'État. C'est ce qui est écrit dans la Déclaration de 1789, c'est écrit dans le préambule de la Constitution de 1958, c'est ce qui est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Non seulement c'est l'État qui est laïque, mais deuxièmement, c'est tout aussi important, l'État a le devoir de protéger la liberté de conscience, donc la liberté pour le citoyen d'avoir la religion qu'il veut, tant que ça ne vient pas troubler l'ordre public. Ça, c'est un des plus grands malentendus de nos dernières années, en réalité. Et avec quel malin plaisir, là aussi, certains viennent en permanence tourner le couteau dans la plaie. Parce que ça fait donc, on est en 2020, 1989, l'histoire de Creil, ça fait 31 ans. Ça fait 31 ans qu'il ne se passe pas une année, en fait, sans qu'on n'ait pas un fait divers dont certains s'emparent pour nous refaire l'affolement national et nous remettre à chaque fois le couvert. Quand c'est pas l'école, c'est un autre sujet. Il y a 3 ans, Decathlon avait sorti le hijab pour faire du footing. Affaire nationale. Tout d'un coup, apparaissent des fronts républicains, des associations, machin, qui crient « Ah, la République est menacée, blabla ». Putain, mais c'est la liberté des gens de faire leur footing, habillés comme ils veulent, enfin, ça suffit. La liberté, c'est ça. Et la laïcité, c'est ça. Par contre, oui, non, l'enseignant, il ne doit pas, oui, le policier dans la rue, non, il ne doit pas, oui, la policière, machin. Ça, c'est sûr. Voilà. L'État est laïque. Il protège la liberté de conscience des citoyens. C'est ça, la République française. Et c'est dans les textes. J'ai le temps de lire 2 bouts de texte. T'es vraiment pas flic du tout, toi. Non, mais tu n'as pas fait 1 heure. Ah, j'ai pas fait mon heure. 194. Et oui, il faut quand même rappeler ces choses-là. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, article 10, je cite. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. Article suivant. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. La libre communication des pensées et des opinions, de toutes sortes, est un des droits les plus précieux de l'homme, avec un H majuscule. Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée à Paris le 10 décembre 1948. Article 18, je cite. Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Il y a des gens qui ont des problèmes donc, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, en fait. Ils n'étaient pas au courant, je leur apprends ce soir. Le droit, il ne faut pas le fantasmer, il faut le connaître, c'est mieux. Constitution française de la Ve République, 1958, article 1, alinéa 1, je cite. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Point. Elle respecte toutes les croyances. Il ne faut pas connaître juste la première phrase, il y en a 3. Il ne faut pas s'arrêter juste à, comme le fait Mme Le Pen à chaque déclaration, la France est une république indivisible, laïque, et oui, la suite. Elle assure l'originalité de tous, machin, et respecte toutes les croyances. Il faut le rappeler, ça, c'est marqué dans le même article de la Constitution. Voilà. Donc c'est une... On a dévoyé la laïcité ces dernières années en France, et le pire, c'est que beaucoup de gens font ça avec un espèce d'acharnement, avec des émotions qui sont malsaines, qui n'ont rien à faire là. Et sans se rendre compte que
je terminerai là-dessus parce que j'avais commencé là-dessus, sans se rendre compte que tout ce qu'on fait a des conséquences. Je reviens, c'est pas une référence scientifique majeure, mais Coluche le disait très simplement, et voilà, les vérités sont souvent assez simples. Hein. La société ne veut pas de moi, ben je ne veux pas d'elle. Bon, tu me fais mal, je te ferai mal. Tu m'as agressé, je t'agresserai. Tu me racises, je te contre-raciserai. Tu me discrimines, je te discriminerai. Tu dis que je n'ai pas le droit d'aller là, ben toi quand tu viendras là, c'est toi qui n'auras pas le droit. Tu m'humilies ici, par exemple dans la classe à l'école, je prendrai ma revanche dans la cour de récréation. C'est un vieux dicton qui est. Je peux terminer avec ça, c'est une autre façon de le dire. C'est un vieux dicton que rappelle le personnage principal dans la guerre des boutons, vous savez, qui est écrit par un ancien instituteur, qui se nourrit de ses souvenirs d'instituteur. Il écrit ça au moment de la Première Guerre mondiale, je crois, et ses souvenirs doivent dater du tournant 19e, 20e, à peu près de mémoire. Et c'est à un moment donné dans ce livre où il dit, dans l'éducation nationale, nous avions ce dicton, hein, la cour de récréation est le lieu de la revanche. Comment est-ce qu'il disait? C'est la fièvre. Et le lieu de la revanche, ça y est, du fier à bras sur le fort en thème. Alors, adapté dans les mots d'aujourd'hui, hein, vous allez dire la cour de récréation et le lieu de la revanche, de la racaille sur le bouffon. C'est toujours la même histoire. Chaque chose qu'on fait a des conséquences. Et chaque personne qu'on discrimine, d'une manière ou d'une autre, hein, retournera ça, soit contre elle, soit contre d'autres personnes.